cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'Espace Républicain, je vous sais nombreux chez vous en début de ce programme. Ça fait quelques semaines, nous avons pris aussi quelques jours de vacances. Maintenant, nous sommes revenus quelques jours simplement pour reprendre l'actualité et la discussion. Il est vrai que le calendrier électoral prévoit la date des élections au 23 décembre 2018. Et nous pouvons aujourd'hui nous poser la question de savoir est-ce que nous sommes bel et bien sur le chemin critique qui nous amène aux élections? Oui, première hypothèse, jamais aussi près des élections pouvons-nous dire aujourd'hui. Il est vrai que quand un navire est en train d'arriver au port, c'est vraiment au rivage qu'il y a les dangers, c'est à l'accostage qu'il y a les dangers. Donc, comme nous allons vers la fin du processus, c'est maintenant qu'il faut être vigilant. C'est maintenant qu'il faut tenir compte de tous les paramètres afin d'arriver à bon port, d'arriver aux élections. Pour y arriver, il faut que le calendrier électoral qui a été publié soit respecté, mais surtout aussi, il faut que l'ensemble des acteurs puissent rester fixés sur l'objectif des élections. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres sur lesquels nous nous sommes penchés et qui interviennent dans cette conviction commune. Nous allons citer donc quelques exemples, quelques faits qui sont arrivés ces dernières semaines. Et évidemment, il y a la libération de Jean-Pierre Bemba qui a bousculé l'ensemble des calculs dans les états-majors. Il faut intégrer cette donne nouvelle. Évidemment, il y a aussi certaines lois qui vont être promulguées dans les jours qui viennent. Nous allons essayer d'examiner avec les différents amis qui sont arrivés aujourd'hui. Je voudrais donc saluer Jérôme Sekana. Bonsoir Jérôme. Directeur général de AGM et éditeur de Bonne Gouvernance. José Nawej, bonsoir. Bonsoir, Willy. José Nawej, c'est l'éditeur du Forum des As, qu'on ne présente plus. John Ngomba, bonsoir. Bonsoir. John Ngomba aime se présenter comme journaliste indépendant, c'est aussi sa liberté. Bonsoir, John. Bonsoir. Et Diana Gikupa, qui est l'éditeur de La Colombe, Le Point Gauche. Diana qu'on ne présente plus, Diana, un bon analyste. Diana qui est aujourd'hui une des figures les plus emblématiques de la télévision nationale parce qu'il est quand même présent sur les télévisions. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est aussi sa contribution à l'effort national. Et puis Bruno Bolisson. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Voilà. Vous avez tous suivi l'actualité. Je pars de l'hypothèse, et je répète, jamais aussi près des élections. Dans quelques jours, c'est ça le fait, va être lancé le mot pour les dépôts de candidatures. Donc le 24 juin, c'est la date prévue pour que ceux qui sont candidats puissent venir déposer les candidatures dans les différents bureaux de recueil de candidatures. Les partis politiques sont-ils prêts à cette date-là pour déposer les listes? Sommes-nous en train d'aller vers les élections ou y a-t-il dans l'air un autre phénomène qui va nous perturber? Et ça fait 2 fois qu'on a reporté les élections, les gens sont comme des chats échaudés. Et nous devons renfermer et raffermir le chemin des élections. Voilà, nous allons donc commencer la discussion. Bruno Bolisson, d'abord, en ce qui concerne l'avancement du processus, qu'est-ce qui est prévu? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi je peux dire que j'ai raison de croire que jamais nous sommes aussi près des élections? Merci William, merci à tous. On peut dire que jusqu'il y a quelques semaines, la CENI était devant un verrou qu'il fallait faire sauter ou qu'il fallait déverrouiller. C'était la problématique de l'enrôlement et du vote en devenir des Congolais de l'étranger, parce que c'est une exigence constitutionnelle, mais c'est également une exigence légale. La loi sur l'enrôlement des électeurs et la loi
sur la loi électorale elle-même, c'est-à-dire la loi portant organisation des élections locales, législatives et présidentielles, prévoit cela, et que la CENI n'avait pas d'elle-même l'autorisation d'ignorer ces Congolais de l'étranger. Il fallait donc soit saisir la Cour constitutionnelle pour autoriser la CENI à contourner cette difficulté compte tenu des contraintes logistiques qui s'imposaient devant la CENI, qui n'était pas en mesure d'organiser avec la même équité l'enrôlement des Congolais qui vivent en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, aux îles Fidji ou en Afghanistan, si tant est qu'il y a des Congolais là-bas. Parce que quand on dit Congolais de l'étranger, on voit la totalité. Si vous ignorez une partie du Congolais de l'étranger, ces derniers sont capables de saisir les instances judiciaires après l'organisation des élections et annuler tous les processus. Alors, il fallait donc contourner cela. La deuxième possibilité, c'était la voie légale. Et je crois que quelques semaines avant, disons même quelques mois, un député de la majorité présidentielle s'est inspiré, le député Henri Thomas Lokondo, l'élu de Mbandaka, en proposant deux propositions de loi modificatives qui avaient modifié cette disposition en ce qui concerne la loi sur l'enrôlement, l'identification et la loi électorale. Donc c'était des propositions de loi modificatives qui donnaient une sorte de moratoire à l'enrôlement et au vote des Congolais d'étrangers qui mathématiquement étaient postposés pour les scrutins à venir, c'est-à-dire en 2025 ou 2026 si vous voulez bien. Et donc les deux lois étant déjà votées au Parlement et devraient être promulguées incessamment par le président de la République. Et donc, désormais, la voie est balisée pour la CENI d'organiser les opérations électorales. Et pour démontrer cela, effectivement, la CENI a commencé depuis mardi 12 juin les contacts directs, les derniers contacts, les derniers dialogues avec les partis politiques. Et il a enchaîné avec les organisations de la société civile en ce qui concerne l'observation électorale et l'organisation des opérations de réception des candidatures, comme vous l'avez dit, parce que le 24, ça sera le dimanche, va commencer la réception des candidatures en ce qui concerne les élections les législatives provinciales ou les élections provinciales. Mais la veille, c'est-à-dire le 23 juin, comme l'exige la loi, la CENI doit convoquer l'électorat ou convoquer cette opération de réception des candidatures. Et donc, le vendredi 15 et le samedi 16 juin également, la CENI a poursuivi des discussions avec le gouvernement pour déterminer quel sort devait être réservé à ceux des Congolais qui s'étaient déjà manifestés en 2015 comme candidats à ces élections provinciales oui, par rapport à la problématique de la caution. Donc je crois que la proposition, l'idée de la CENI, c'est de reconnaître une sorte d'équité, de faire justice aux candidats qui n'ont pas changé de liste et qui avaient déjà payé. Donc on reprendrait leur liste sans pour autant qu'ils puissent payer. Voilà. Mais si le nombre change au niveau de la circonscription, parce qu'en 2015, les données par rapport à 2018 ont changé. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas ajouter. Donc si je vous comprends bien, oui, la CENI est prête pour accueillir les candidatures. La CENI est prête et l'organisation matérielle est déjà prête au dire des rapporteurs de la CENI que nous avons contactés, mais au dire également des autres animateurs de cette institution d'appui à la démocratie, la centrale électorale. Tout est fait pour que la semaine prochaine, nous vivions au rythme du dépôt des candidatures en ce qui concerne les élections provinciales. Il faudrait reconnaître, amis téléspectateurs, que dans notre pays, et ceci n'est pas une redite, que depuis de longues années, il y a toujours eu une volonté de maîtriser ce pays, de le gérer, de le gouverner, soit par des forces extérieures qui ont découvert ce pays comme étant une destination économique. En même temps, des forces extérieures s'est développée avec la volonté du Congolais de s'autodéterminer. Donc l'autodétermination
la capacité de choisir son destin. Et c'est comme ça que le moment des élections est un moment où les deux volontés se rencontrent. Celle de maîtriser ce pays par les forces extérieures et celle du Congolais de maîtriser son destin. Alors, les partis politiques qui vont être appelés pour venir se présenter doivent savoir qu'il n'y a pas que le poste, le mandat qu'ils cherchent. Il y a aussi le combat pour la maîtrise du pays. C'est vrai, John Ngomba, si les partis sont prêts, est-ce qu'ils sont conscients de l'enjeu? Ce n'est pas simplement des élections, c'est aussi en même temps la maîtrise du destin de notre nation. Est-ce que les partis sont prêts pour le 24 d'abord? Voilà, j'ai dit, pour le 24, oui, ils s'organisent, mais dans l'ensemble, j'allais dire oui et non. Oui et non, dans la mesure où tous ces partis politiques font des déclarations. J'ai dit, c'est au niveau des intentions. Mais quand vous regardez concrètement, eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas prêts. Concrètement, c'est à 3 niveaux. Au niveau du discours politique, au niveau des moyens, au niveau de la mobilisation des masses. Au niveau du discours politique, malheureusement, notre sphère politique, notre scène politique ne nous a pas beaucoup habitués à une richesse en termes de propositions, en termes d'offres politiques. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour pouvoir changer la société? Nous n'en sommes pas encore arrivés là-bas. Est-ce que vous ne minimisez pas quand même les programmes des partis qui n'ont pas encore déployé? Non. Je dis ceci. Cette offre-là, eh bien, elle doit être exprimée clairement. Oui, au moment de la campagne. Oui, mais nous sommes dans la période de pré-campagne. Ici, on donne déjà, on expérimente les discours pour voir comment les corriger. Et ils ne sont pas nombreux. Je peux dire que peut-être on va prendre un parti comme le PPRD qui, différemment d'autres partis, lui, il a un bilan à défendre. Le PPRD est en fait en train de défendre son bilan. Après, vous avez un parti historique comme l'UDPS, mais qui, à la base, est en train de détruire systématiquement les bilans du PPRD. Mais quant à l'offre comme telle, elle n'est pas encore très bien structurée, elle n'est pas encore très claire. On peut s'y perdre parce que vous vous rendrez compte que lorsque viendra le moment, tous ces partis politiques vont peut-être dire la même chose. Voilà. Donc, au niveau de moyens, eh bien, le pays est très vaste et nous avons, la plupart de nos partis politiques sont des partis régionaux. Ils sont implantés dans la capitale et dans la périphérie de la capitale. Ils sont implantés dans une zone ou dans une région, ainsi de suite. Et donc, ils n'ont pas, la plupart, la majorité, d'une couverture nationale, faute de moyens. C'est pourquoi, d'ailleurs, jusque-là, il y a une forme de guerre qui n'est pas dite, parce que le seul moyen auxquels peuvent accéder les partis politiques ici, malheureusement, c'est les moyens de l'État. Parce que les partis politiques, traditionnellement, fonctionnent sur base des contributions des membres, des dons et legs. Or, aujourd'hui, chez nous, on sait très bien que lorsque les membres vont vers les partis politiques, c'est pour aller prendre de l'argent. Il y a évidemment quelques exceptions. Mais dans l'ensemble, la meilleure alimentation des partis politiques en moyens financiers provient de l'État. Il faut donc... Mais ça serait grave, parce que l'État ne finance pas directement les partis. Non, mais c'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire que quand vous battez pour être dans le groupe qui va former un gouvernement, eh bien, vous vous positionnez, vous avez un ministre, 2 ministres. Et bien, évidemment, il y a les cotisations. C'est les ministres qui pompent l'argent pour les partis. Voilà, qui vous préparent. Alors, mais malheureusement, le gouvernement ne peut pas prendre toute la République des partis politiques. Bon, maintenant, ce qui pourra peut-être un peu leur sauver la vie, c'est ces regroupements. Parce que les regroupements vont peut-être permettre une mutualisation des moyens, mais encore, il faudra que les regroupements parviennent aussi à mutualiser les idéologies, parce que c'est vraiment hétéroclite. Les gens s'y rassemblent, non pas par rapport à une idéologie, mais c'est par rapport à des affinités. Et donc, il sera très délicat d'avoir un discours commun. Bon, voilà. Maintenant, au niveau de la mobilisation.
Eh bien, c'est-à-dire former les lecteurs, plutôt former les membres à la base. Ça, les partis politiques n'en font pas son problème. Et c'est ça même la grande... Donc vous ne voyez pas les meetings, les descentes, des sorties, non, les matinées, tout ça, vous ne voyez pas. Non, c'est différent. Là, c'est du show médiatique simplement. Voyons les choses de manière concrète. Aujourd'hui, on jette la pierre à la CENI. Mais la CENI a prévu à toutes les étapes la présence des délégués des partis politiques. Mais il faut même aller les forcer pour les trouver. Et je suis presque sûr que quand viendra le moment des bureaux de vote, eh bien, il n'y aura pas grand monde qui sera représenté dans les bureaux des partis politiques. Donc, en conclusion, je crois que les partis politiques, ils ne sont pas encore prêts, ils ne réalisent pas l'enjeu qui est en face. Peut-être que certains d'entre eux espèrent secrètement que ces élections n'auront peut-être pas lieu. Merci John Ngomba. Alors, José Naoué, avant que je ne donne la parole à Diana, vous allez réagir à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, les élections, c'est jamais aussi près. Mais en même temps, j'ai dit aussi que c'est pas simplement un moment où nous choisissons nos dirigeants, parce que c'est en même temps un moment où nous ouvrons le pays à d'autres volontés. Bon, John Ngomba vient de dire que les partis politiques ne sont pas totalement prêts, mais ils n'ont pas le choix, ils vont aller aux élections. Comment l'opinion nationale, interne, non mobilisée, mais en même temps une opinion internationale très mobilisée à un agenda, fonctionne? Comment est-ce qu'elle se rencontre ces deux opinions? Oui, je pense que avant de répondre très précisément à cette question de fond, nous devrions quand même relever pas des anomalies. John a dit des choses vraies, mais comme Jean Cocteau disait, juger, c'est refuser de comprendre. Si nous parlons des partis politiques, ça suppose des organisations qui sont là. C'est vrai, la définition classique, conquête ou conservation du pouvoir par des moyens démocratiques, oui, c'est classique. Mais c'est d'abord des organisations qui renvoient à des statuts, qui renvoient à des militants, qui renvoient. Mais la difficulté que nous avons, c'est que la plupart de nos concepts, c'est des concepts d'emprunt. Quand nous parlons parti politique, nous y mettons quoi là-dedans? C'est fondamental. Qu'est-ce que nous y mettons? Quand je dis parti, ça peut sonner organisation tribale. Par exemple, ça s'appelle parti, mais si vous creusez, c'est un monsieur qui est d'un coin et qui se fait élire seulement dans son coin, et le parti existe là-bas. Et à Kinshasa, le parti a une existence administrative. Et c'est parce que Kinshasa, c'est le chef des institutions. Tous les présidents nationaux, comme on les appelle, sont à Kinshasa. Mais quel est le soubassement sociologique du parti? C'est tout le problème. Donc c'est un vaste débat qu'on peut faire sur d'autres plateaux. Oui, beaucoup plus académiques. Alors, la difficulté que nous avons, c'est que nous considérons les élections comme une fin en soi. Les élections sont incontournables dans un système démocratique. Le mot est peut-être, on peut dire ça autrement, Willy, parce que la démocratie, là, c'est un concept très vaste. Il y avait, dans un système démocratique représentatif, je préfère ajouter ça. Voilà, par opposition à d'autres types de démocratie directe, démocratie consultative, etc., etc. Bien, mais les élections ne sont pas une fin en soi. C'est comme une hirondelle ne fait pas le printemps, on va tropicaliser ces dictons ici. Oui, c'est ce qu'il y a derrière les élections. C'est ça le sens de votre question. Pourquoi nous organisons les élections? Est-ce que les élections, c'est un moment où la droite et la gauche, si tant est que ces concepts aient un sens chez nous, s'affrontent juste pour dire « toi tu es là, je prends ta place » ou « moi je suis là, je reste ad vitam aeternam ». Non, les élections, c'est un mécanisme d'ajustement de la gouvernance d'un pays. Alors, si nous ne comprenons pas ça comme un mécanisme d'ajustement, là, nous faisons des élections gadgets, il n'y aura pas de dividendes démocratiques après. Par dividende démocratique, c'est le Congolais et lambda. Lui, il veut voir que sa situation change. Mais on peut faire 1000 élections et la situation est toujours la même. Des élections
transparente. Mais la situation ne change pas. Pourquoi? Parce que nous n'inscrivons pas les élections dans notre cheminement historique. C'est quoi ce cheminement historique? Cette question est fondamentale, Willy. Nous sommes nés de la volonté des autres. Nous sommes en 1885 à Berlin. Il n'y a aucun Congolais à Berlin. Il n'y a aucun Africain d'ailleurs, par extension, à Berlin. C'est ce projet-là de Berlin qu'on nous a imposé. En 1960, il y a eu certaines indépendances, mais une indépendance nominale. On sait que les manettes du vrai pouvoir sont restées entre les mains de ceux qui ont projeté ce pays, au propre comme on figurait depuis Berlin. Et donc, les deux volontés qui sont pour l'instant antinomiques, à savoir notre volonté d'autodétermination, ça ne doit pas être de mots. Notre volonté d'autodétermination veut dire tout simplement que nous soyons à mesure de produire par nous-mêmes des politiques publiques adaptées à nos réalités. Tout simplement, il faut dire les choses clairement. Mais maintenant, cette volonté-là d'auto-prise en charge, elle rencontre quoi en face? Elle rencontre le cheminement historique dont nous parlons, à savoir que les autres, en l'occurrence l'Occident, et pas seulement, d'ailleurs maintenant, nous considèrent seulement comme un réservoir de matières premières. Et pour mieux avoir ces matières premières, il faut nous asservir politiquement, mentalement, moralement, tout ce que vous voulez. C'est ces chocs de deux visions-là qui s'affrontent. Maintenant, les élections doivent permettre à tous les compétiteurs d'avoir d'abord ce récit national. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas de récit national. Quand vous parlez de l'opinion nationale, cette opinion renvoie à un récit. Ça veut dire que si nous allons aux élections, Bolisson est dans un parti, Jérôme dans un autre, moi dans un autre, John, etc. Ce fait d'être en compétition ne devrait pas nous empêcher d'avoir recours à notre récit national. Je vais gagner ces élections pour faire en sorte que notre récit national continue. Mais je ne vais pas gagner les élections pour faire tabula rasa du passé. Donc c'est une question, Willy, fondamentale. Maintenant, cette antinomie ne doit pas être seulement antinomique. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous devrions produire une intelligence politique qui nous permette à la fois de concilier notre quête légitime, notre démarche légitime vers l'autodétermination et aussi les intérêts légitimes des autres. Surtout que maintenant, Willy, je termine par là, il me semble que c'est une question de fond. Oui. Surtout que maintenant, comme en 60, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes à nouveau au cœur des enjeux mondiaux, pas seulement africains. Nous sommes au cœur des enjeux mondiaux, aussi bien sur le plan minier que sur le plan de l'environnement. Alors, c'est dans ces contextes préélectoraux que Jean-Pierre Bemba vient d'être libéré. Libéré, ce qui a suscité de la joie. Un compatriote a fait longtemps en prison, il a été libéré et acquitté. En même temps, la joie ne suffit pas, il faut la compréhension. Il faut aller au-delà de la compréhension. Alors, je voudrais que vous me demandiez à Diana quelle est la lecture qu'il fait, lui, de cela. Et sur la même question, vous pouvez peut-être réagir aussi. Quelle lecture vous faites, vous, de cette libération? Et comment, qu'elle donne, qu'est-ce que ça va changer dans ma phrase de départ, là? Jamais aussi près des élections. Ça change, ça nous accélère ou ça nous éloigne? Écoutez, toutes les analyses que les confrères ont faites ici ramènent juste à résoudre ce problème. On s'est rendu compte qu'on avait une classe politique, essentiellement celle de l'opposition. Je voudrais me dégager des analyses généralistes. Lorsque la classe politique de l'opposition n'est pas ancrée au pays, elle est à Washington, elle est à Paris, elle est pour demander tout ce qu'elle peut faire ici chez nous. Oh, voilà, je voulais aller dormir, j'ai trouvé, on n'a pas fait mon lit, tout ça c'est la faute de Kabila. Ils vont lui dire là-bas, il est dans un hôtel à Washington. J'ai dit là-bas, mon épouse à la maison a mis trop de sel dans mon aliment, c'est la faute de Kabila. Et ils vont le dire devant des gens qui ne blaguent pas avec ce que c'est prendre le pouvoir dans un pays comme le Congo. Mais ils veulent prendre des gens qui sont au Congo, mais effectivement des gens qui représentent quelque chose.
on s'est rendu compte que nous avons une opposition dévoyée. Une opposition dévoyée qui ne connaît même pas les stratégies, qui oublie qu'en allant à gauche, à droite, elle se soumet à un test à gauche, à droite, et vous vous êtes rendu compte que tout à coup, la Troïka est ressuscitée ici, chez nous. Et cette Troïka a été quoi? Pour servir de base d'analyse, pour confronter le point de vue à l'extérieur. La Troïka s'est réunie ici, les gens se sont étonnés, la Troïka ressuscitée. Mais personne ne dit aujourd'hui, elle était ressuscitée. Pourquoi? Alors les gens se disent, non, tel que les gens sont là, notre objectif, c'est avoir le Congo, pas le Congo, les hommes, les acteurs politiques, tout ça, parce que les Occidentaux peuvent vous lâcher quand ils veulent. Alors ils se disent, avec ces gens ici, avec cette opposition ici, nous risquons de rater les coches. Les gens qui demandent tout, qui seront incapables sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, ils envoient les gens là-bas, jusqu'à Kinshasa, quelque part, là-bas, ils envoient des gens pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de la politique. On ne voit absolument rien. Et alors on se dit, bon, espérons, voilà, l'homme... Ce n'est plus question qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bousculé et qui peut encore bousculer, qui peut par la force, ne fût-ce que comme chien de chasse, nous pouvons le larguer pour qu'il nous ramène ce que nous voulons, c'est-à-dire le sol et le sous-sol congolais. C'est ça l'enjeu. Alors c'est ainsi, moi je l'avais dit une fois à une émission sur une chaîne de télévision, que ne soyons pas étonnés le jour si on va ressusciter Jean-Pierre Bemba de la CPI. Voilà un homme qu'on avait arrêté. Soi-disant, d'abord on l'arrête parce que c'est lui qui avait commis le crime. Il était considéré comme un diable en personne. Il y a des témoignages, il y a même un témoignage qui disait son hélicoptère se posait à quelqu'un de coin là-bas pour donner des ordres. Et quand on est allé, on a trouvé qu'à cet endroit, il y avait tellement d'arbres qu'aucun hélicoptère ne pouvait tomber. Alors on s'est rendu compte effectivement que non, sur le terrain, il n'était pas là. Mais qui était sur le terrain? Les gens oublient parfois que Jean-Pierre Bemba, le MLC, pour ne pas individualiser, MLC avait reçu même les armes de Kadhafi pour justement aider Patassé. Et quand vous aidez Kadhafi, vous savez ce que vous faites comme adversaire au niveau occidental. Parce que Kadhafi lui-même, on lui a réglé des comptes, pas par procuration, mais directement. Alors, maintenant, on a dit, non, on va le condamner parce qu'il est le chef des troupes qui ont commis les exactions. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les troupes de MLC ont commis des exactions. Mais Jean-Pierre Bemba est libéré, acquitté, pour n'avoir pas donné le commandement. Mais à quoi avait servi la requalification des faits? On avait requalifié les faits pour justement ne plus... Parce qu'on se disait qu'il n'était pas sur le terrain. Il n'avait pas commandé. Mais ce sont ces troupes. Bon, maintenant, nous ne rentrons plus dans l'affaire parce que voilà, j'aimerais que vous puissiez utiliser votre temps de parole pour aller dans l'impact sur les jeux politiques actuels. Et cette justice internationale sur laquelle on avait misé énormément se retrouve être plus sous ordre que la justice nationale. Parce qu'autant qu'il y a eu l'ordre pour qu'on l'incarne, il y a un ordre pour les sortir de là sans état d'âme. Et on les fait sortir pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un chef de chasse au Congo. Et aujourd'hui, ça change quoi? Ça bouleverse les donnes. Vous allez vous rendre compte, on va même la quitter peut-être pour même sur la subordination des témoins, parce qu'on craignait que si on le condamne là-bas, à RDC, on risque de dire que quelqu'un qui a été condamné ne peut pas être candidat. On risque même le 4 janvier et juillet prochain qu'on la quitte une fois pour toutes, suivant la logique selon laquelle... Mais puisqu'il n'avait rien fait, pourquoi avait-il besoin de s'acheter des témoins, ainsi de suite? Puisque là, on l'a acquitté. Alors, c'est que ces témoins ont dit la vérité. Merci. On risque même de la Alors maintenant, c'est l'opposition. La donne est dangereuse à l'opposition. Je pose la question. Vital Kamerhe est-il prêt à accepter Bemba comme candidat unique? Parce que c'est le terme. Qui est encore de l'opposition? Katumbi. Est-il prêt d'accepter le Jean-Pierre Bemba? Vice-versa. Sont-ils prêts? Mais quand ils ne vont pas s'accepter, on dira quoi? C'est Kabila qui les a divisés. Mais et pourtant, c'est déjà clairement que ces gens-là ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ont des égos. On ne peut pas le savoir, hein?
On peut pas le savoir quand même. Mais Hein, sauf que s'il y a un miracle. Or, au Congo, le miracle, c'est... Alors, je vais donner la parole tout à l'heure à Jérôme Sekana, mais vous avez demandé, vous insistez. Vous insistez rapidement. Oui, merci Willy. J'aimerais dire 2 ou 3 petites choses, si vous permettez. Je crois que c'est fondamental. D'abord, par rapport à Jean-Pierre Bemba, je crois que Diane a été d'évoluer vers là. La libération de Jean-Pierre Bemba change les calculs sur le plan interne. Nous sommes journalistes, nous connaissons ce que vaut l'homme. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait contraint Joseph Kabila, qui était président sortant, au 2e tour de l'élection présidentielle. Dans l'histoire africaine, de ma mémoire, j'en connais pas beaucoup, des cas comme ça. Et je crois que même le Sénégal a suivi après. C'est beaucoup pour quelqu'un qui, il y a quelques années, était rebelle. Et avec l'accord d'Assane City est venu ici à Kinshasa. Donc ça signifie que il va peser sur la balance politique. Et ça peut changer des calculs. Maintenant, est-ce qu'il va accepter, est-ce que Vital Kamerhe va accepter que Bemba soit le candidat commun? Est-ce que ça sera Tshisekedi? Là n'est pas le problème. Mais ce qu'il faut analyser, il faut analyser les déclarations des hommes politiques. Moi, je voudrais ici reconnaître que la majorité présidentielle est restée cohérente depuis l'arrestation de Bemba jusqu'à son acquittement. Parce qu'au départ, on disait que l'arrestation de Bemba était sponsorisée par Kinshasa. Kinshasa martelait que c'est une question judiciaire, on laisse la justice internationale indépendante. Et quand Bemba a été acquitté, vous avez suivi la déclaration du porte-parole de la majorité et même de l'un des communicateurs du Code de la jeunesse un peu, Adam Tchalou, qui a dit que c'est un adversaire respectable et ils n'ont pas fait de commentaire dans le sens que scandale judiciaire et tout et tout. Donc, ça montre que la victoire, l'acquittement de Bemba est à mettre sur le compte du point de vue judiciaire. Ses avocats sont à féliciter. Alors, maintenant, j'aimerais faire la connexion avec ce que John avait dit tantôt. John a remarqué un certain déficit de mobilisation des troupes dans les chefs de nos partis politiques. L'explication peut se comprendre à 2 niveaux. Premier niveau, le Congolais a toujours la culture de la dernière minute. Le Congolais attend la dernière minute quand c'est pressant. Ils appellent ça Nzombo le soir pour se mobiliser. La deuxième explication, je crois qu'il faut chercher cela dans la loi électorale. William Kalengay. La loi électorale, le cadre juridique légal qui organise les élections, impose un seuil de représentativité de 1% pour les élections législatives nationales et de 3% pour les élections provinciales. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un parti politique qui va concourir la semaine prochaine aux élections provinciales n'a pas besoin de mobiliser la République. Ça peut être un parti régional au niveau de l'Ituri. En Ituri, vous avez les tribus majoritaires qui sont les Alour dans Amagi, les Walendu dans Aïrumu et Adjougou, qu'on appelle carrément les Lendu. Vous avez les Ema, que ce soit Ema Nord, Ema Sud, dans les 2 territoires précités. Et puis vous avez les Loubara, dans les territoires des Aru, chez les Aoussa et Asenga et tout. Ça signifie qu'un parti politique qui veut gagner les élections provinciales au niveau de l'Ituri, il n'a qu'à rafler, à mobiliser ses troupes au niveau des Maïs avec les Alous, qui sont quasi majoritaires, et les Loubara, il n'a pas besoin de faire des bruits ici. Mais les bruits, nous les saurons, nous les verrons, quand nous serons dans la 2e étape de législative. Merci. Je voudrais quand même donner la parole à Jérôme Sekana, sinon ce serait un péché de lèse-majesté. Alors Jérôme, j'ai une question à vous poser, mais je sais que vous avez des réactions à tout ce que vous avez entendu. Il y a eu la problématique de l'agenda international sur le Congo, la conscience même des Congolais sur leur propre destin, il y a la personne de Jean-Pierre Bemba, la préparation des partis politiques aux élections et la loi électorale. Alors, vous réagissez à tout cela si vous avez une réaction. En même temps, je vous pose la question sur laquelle j'aimerais que vous puissiez réagir, c'est sur les moyens. Jamais nous ne sommes aussi près des élections. Avons-nous les moyens pour y arriver? Vous répondez à la question après avoir réagi. Oui, moi je ne vais pas faire des rédits, mais vous avez parfaitement raison, oui. Mais avant de répondre à la question principale, laissez-moi vous dire qu'il y a déjà quelques hirondelles dans les ciels congolais qui annoncent le printemps. On voit les mouvements des cumulonimbus qui annoncent qu'il y aura une grande averse qui va s'abattre au pays. Et j'en ai pour preuve quelques signaux que je vais évoquer rapidement. Les propos du Premier ministre au Canada, qui a parlé, qui a dit clairement que les chefs ne vont pas se représenter. Il y a la convocation de la session extraordinaire et qui a comme du Parlement, qui a comme agenda
l'examen d'une loi sur les anciens chefs d'État. Et là-dedans, on voit aussi certains dignitaires qui pourraient également être concernés, le président des grandes institutions. Et on voit également les propos du président de la CENI à Washington. Donc là, c'est les signaux qui annoncent que, bon, voilà, nous sommes plus près que jamais. Et en analysant ces faits-là, on comprend que vraiment le président de la République risque de ne pas se présenter dans la mesure où il est prévu qu'il s'exprime au niveau de ça. Donc il a un grand message à transmettre. Là, je suis en train de faire des analyses comme un éditorialiste. Je ne confirme rien. Qu'à cela ne tienne, la séquence électorale dans laquelle nous nous trouvons et qui va jusqu'au 23 décembre 2018, c'est-à-dire aux élections, qui comprend bien sûr l'élection présidentielle, l'élection législative, provinciale et nationale, a un coût. Ces coûts-là, c'est 400 millions de dollars. Nous avions une crainte parce que le plan de trésorerie, donc le plan de décaissement négocié entre la CENI et le gouvernement n'était pas très bien respecté. Ces plans prévoient à ce que par mois, que le gouvernement décaisse quelque chose comme 30 à 40 millions de dollars. On a vu à un certain moment le ministre des Finances faire venir dans son bureau le président de la CENI, lui remettre une enveloppe. La dernière fois, c'était 22 millions quelque chose de dollars, et c'était tout. Et on a entendu d'autres experts électoraux, les experts électoraux comme Jérôme, mon homonyme, dire que non, le plan de décaissement n'est pas respecté. Mais dernièrement, j'ai suivi les présidents de la CENI, reçus par notre confrère Roger Moutou sur la voie de l'Amérique. Et le président de la CENI a dit qu'il ne se plaint pas. Tout ce qui était prévu est en train d'être décaissé. Et si il réalise le calendrier, cela veut dire que le gouvernement débourse de l'argent. Ça, c'est une garantie. Et il y a un élément très important. C'est que les machines à voter. Donc la machine à voter, nous en avons besoin de plus ou moins 105 000 machines. Une machine coûte $1 500. Quand vous faites le calcul rapide, vous avez 159 millions de dollars. Et on constate que la CENI a déjà un chronogramme avec des réceptions, un système de fabrication, c'est-à-dire des livraisons. Cela veut dire que le système ne peut pas se mettre à travailler, à produire à grande échelle s'il n'a pas reçu l'argent. Cela veut dire que le gouvernement a sorti l'argent sans qu'il y ait la publicité. Et le gouvernement a-t-il les moyens? Je dis oui. Pourquoi? Parce que rien qu'au mois d'avril, le gouvernement a mobilisé plus de 600 millions de dollars. Je vous ai parlé la fois dernière. La DGI a étonné tout le monde. J'ai même écrit le miracle CDR. Plus ou moins 403 millions de dollars, plus les régies. On a approché les 400 millions, parce qu'on prend la DGI, la DGRAD, ainsi que la DGDA, on a approché les... Et au moment où je vous parle, quand on mélange avec les recettes qu'on a mobilisées au mois de mai, on constate que les gouvernements facilement peuvent tabler sur 1 milliard, plus ou moins 1 milliard de dollars. Et sur les 1 milliard, on ne peut pas dire que le gouvernement va engloutir les 1 milliard dans les élections. Et si on sait très bien qu'il y a un budget de 400 millions et que le gouvernement a déjà sorti une cinquantaine de millions avant de décaisser les 159 millions auxquels je viens de faire allusion, donc le gouvernement a une grande marge de manœuvre pour décaisser l'argent et arriver à satisfaire, à payer bien sûr la commande de la CENI. C'est ça qui me fait croire que le gouvernement a les moyens de sa politique. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas, comme en 2011, dire que le gouvernement peut dépenser seul sans qu'il y ait des casses dans d'autres lignes budgétaires. Vous comprenez, les moyens étant limités. D'où la nécessité pour le gouvernement d'accepter aussi que d'autres partenaires nous viennent en aide, notamment sur le plan logistique avec la MONUSCO, sur le plan financier, parce qu'il y a certains pays qui s'étaient déjà prononcés, ainsi que les organismes comme
les Nations Unies et surtout l'Union européenne qu'ils puissent mettre la main à la poche. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a encore des couacs. On a besoin d'un consensus. Bien sûr que Bemba va venir à bouleverser les cartes, mais il y a encore des choses sur lesquelles nous avons besoin de consensus. Nous tous, nous voulons qu'il y ait des élections libres, transparentes, démocratiques, mais aussi apaisées. Mais des élections apaisées, cela veut dire que toutes les règles du jeu sont acceptées par tous. Or, nous avons le problème du fichier électoral, avec plus ou moins 17% des électeurs qui n'ont pas d'empreinte. C'est un problème sérieux, malgré le fait que la CENI donne un certain nombre de garanties. Du côté de l'opposition, on attend un autre son de cloche. Vous avez la machine à voter qui n'est toujours pas acceptée, parce que vous avez la CENI qui met le turbo, mais la pression dit qu'il y aura toujours la machine à voter, pendant que les autres ne s'entendent pas. Alors, nous risquons de plonger le pays dans ce qu'on appelle le chaos, si et seulement si nous allons aux élections sans qu'il y ait un consensus, ne serait-ce que sur ces deux points. Mais il y a aussi un autre point très important. Les politiques doivent tous parler un même langage parce qu'il y a un danger qui guette le pays. Je salue ce que le gouvernement vient de faire en ce qui concerne les codes miniers, parce que le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. C'est ce qui a été promulgué par le chef de l'État, qui a été transcrit au niveau du règlement minier. C'est une bonne chose, mais attention, certains miniers, même si quelques-uns commencent à rallier le point de vue du gouvernement, ne sont pas contents, et ce sont ces miniers-là qui nous font souvent la guerre, d'où la nécessité d'avoir une cohésion à l'interne et de parler d'une seule voix pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Nous allons prendre le dernier tour de parole, parce que vous avez évoqué toutes les questions, et c'est important. Alors, chacun se calme un peu, John, pour que l'on puisse prendre cette tour de parole en concluant cette émission. Il est vrai que les chantiers, l'agenda national, en ce qui me concerne, ou en tout cas ma modeste compréhension, reste les élections. Et nous l'aurons compris, toutes les personnes qui, pour des raisons ou autres, ne veulent pas de ces élections, ne doivent qu'être découragées. Parce que s'il n'y a pas élection, eh bien, qu'est-ce que nous offrons à la place? Qu'est-ce que nous offrons à la place? On peut postposer les préalables, on peut discuter sur les préparatifs, gagner encore du temps. Mais si on ne fait pas les élections, eh bien, nous aurons perdu les manettes de notre destin national. Alors, nous allons terminer cette émission. Chacun va avoir un peu la parole. Il la prend selon le sens de son orientation personnelle. Okay. John Ngomboa, okay. Et puis on terminera par José en allant de la gauche vers la droite. Voilà, merci beaucoup. J'avais perdu un aspect ici tout à l'heure quand j'évoquais l'impréparation des partis politiques. Demandez aux partis politiques de vous présenter, par exemple, leur plan économique. C'est là que vous vous rendrez compte qu'il y a une vacuité terrible. Bon, je ferme la parenthèse. Je voudrais nuancer ici les propos de Jérôme en ce qui concerne l'acquisition de la machine à voter, des bonnes sources. Il y a un management spécifique à la CENI qui permet à ce que, même quand l'argent n'est pas là, la CENI anticipe par des lettres de crédit et les servit. Donc, peut-être tout cet argent ne sera pas prêt au moment qu'il faut, mais nous sommes presque sûrs que, en ce qui concerne ces côtés-là, eh bien, ça sera... Très bien, rapidement. Bon, alors, pour terminer maintenant sur Jean-Pierre Bemba, moi, j'ai dit que j'ai entendu les proches de Jean-Pierre Bemba se plaindre depuis 10 ans sur l'incongruité ou la monstruosité qu'il y avait dans la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Et les mêmes proches de Bemba qui étaient aussi surpris de l'acquittement subi. Parce qu'ils ont avoué que eux, ils n'allaient pas dans la logique de l'acquittement subi immédiat. Ils s'attendaient à un allègement des peines, plaider pour l'écart des peines, ainsi de suite. Donc moi je me dis, autant on n'a pas compris comment, ils n'ont pas compris comment Bemba a été arrêté, a été détenu, autant on n'a pas compris comment il a été acquitté. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au-delà de notre simple cadre national et on doit en tenir compte. Merci. Joachim Jana.
Oui, et je pense que lorsque nous parlons de la situation congolaise, ça ne sert à rien de tomber dans les conformismes. J'ai suivi le conformisme de Jérôme Bonso. On devrait, par mois, pour donner cet argent qui devrait servir à quoi? Tout en oubliant qu'il y avait déjà dans ce budget ce qui était dû à l'enrôlement avait déjà été décaissé et fait. Ce qui est dû en ce qui concerne la machine à voter est payé en ce qui concerne l'autre. C'est comme si lorsque eux parlent de décaissement, c'est comme si le processus n'a pas encore commencé, et il va commencer après ce décaissement-là. Je pense que ce conformisme démontre aux gens soit de se faire entendre, soit encore d'empêcher le processus électoral. En ce qui concerne la machine à voter, je suis surpris que lorsque une classe politique, une partie de la classe politique dit je ne veux pas de cette machine, une autre partie dit j'en veux, et qu'on doit abandonner au profit de la partie qui a dit qu'elle n'en veut pas. Selon quelle loi? Selon quel principe? Et alors, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit dans ce cas, allons au référendum. Mais comme ça, le peuple face, on va voir qui est pour et qui pour contre. Des individus, partant de leur propre calcul, disent nous ne voulons pas la machine. Ces mêmes individus avaient rejeté la loi électorale. Ces mêmes individus avaient rejeté la loi électorale le jour même où elle était publiée. Les mêmes individus rejettent les fichiers. Mais dites-moi, qu'est-ce qui a évolué pour qu'ils acceptent la loi électorale, qu'ils acceptent le calendrier et toujours. Et demain, ils seront les premiers à dire nous avons gagné les élections, on a triché. Eux qui refusent la machine à voter, qu'ils appellent machine à voler. Mais comment, si c'est la machine à voler pour les autres, comment vous avez gagné? C'est la même chose, ça sera la même chose. En ce qui concerne la libération de Jean-Pierre Bemba, toutes les têtes pensantes sont surprises. Même au niveau de la communauté internationale, John vient de parler au niveau même du MLC, j'ai suivi aussi ce débat-là, et il s'attendait à la réduction de peine. Mais la libération, cette décision intervient presque. Supposons que lorsque Herman Cohen écrit officiellement à la CPI de libérer Bemba pour qu'il vienne jouer son rôle dans la classe politique. Supposons que Herman Cohen avait dit vous laissez Kabila tranquille, qu'il continue, qu'il ait un troisième mandat. Ça ferait buzz aujourd'hui. Ça serait aujourd'hui. Herman Cohen serait le diable. Mais quand Herman Cohen, sans donner des raisons possibles, demande à ce qu'on libère quelqu'un qui est en justice. Vous avez suivi le procureur de la CPI. Elle est totalement abattue. Elle est même prête à transmettre le dossier à la Cour spéciale qui est installée maintenant en Centrafrique pour que Bemba soit rejoué. Mais pourquoi on en est arrivé là? Et là, on se dit qu'il y a une intention. Et cela est intervenu, je crois, le lendemain de la réception des opposants congolais au Congrès. Il y a quelques membres de Congrès on les a reçus. Et tout de suite après, les gens se sont rendus compte que non. Donc l'enjeu congolais est plus grand que nos propres opinions. Tout à fait. Donc il faut en tenir compte. Nous avons été Concluez, je vous en prie. Oui, c'est un compatriote, celui qui a abandonné sa femme. Je n'aimerais pas que José Naoué ici soit 4 mois loin de sa femme et de ses enfants. Mais il a fait 10 ans. Ça s'en plaît. Je suis parmi de ceux qui avaient écrit, dès qu'on avait qualifié le fait que Jean-Pierre Bemba, la libération devient possible. Mais on l'a quand même gardé en prison 10 ans durant. Et que maintenant, brusquement, Herman Cohen écrit, les congressmen reçoivent les opposants congolais, puis après on dit non, ici il n'y a plus rien, il faut libérer Bemba. Cela est connu dans le fond de diplomatie. Moi, je ne veux pas me contenter de déclarations des politiciens comme l'a dit Mbolisson. Nous allons en profondeur des faits. Bemba a été libéré parce qu'on estime qu'il peut jouer un jeu. Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit? À la mort de son papa, on avait dit qu'il peut jouer les jeux. Moïse Katumbi, lorsqu'il quitte la majorité pour l'opposition, il le crée. On a dit qu'il pouvait jouer les jeux. Mais quel est le jeu que Jean-Pierre Bemba viendra jouer que les autres ne pouvaient pas jouer? Alors, Bonisson, pour terminer. Je crois qu'au niveau des faits, on va s'attendre à beaucoup de choses dans la semaine qui commence. Et dans les 2 semaines qui vont suivre, même le mois de juillet, déjà le président de la République va s'adresser à la nation à travers le Congrès dans quelques jours. Il va annoncer des grandes choses, certainement, parce que ça sera l'adresse de l'année.
il va plus s'adresser jusqu'à la fin de l'année parce que déjà, en session de septembre, les gens seront en débandade. Les députés, même chacun sera en train de s'occuper de son propre sort. Allez vite rapidement. La réalité, c'est qu'il y aura beaucoup d'ébullitions politiques. Contrairement, disons, au-delà de ce que John a remarqué, il y aura beaucoup d'ébullitions politiques. Les partis vont s'organiser. On va assister à des grands regroupements au niveau des présidentielles. On va assister également, les grands regroupements au niveau des législatives, c'est déjà fait. Mais en tout état de cause, le président de la République qui sera élu en décembre prochain aura très difficile à atteindre les scores réalisés par Joseph Kabila en 2011. C'est-à-dire avec la multiplicité des candidatures, il sera difficile que les gagnants aient au-delà des 30%. C'est ce que disent les analystes les plus sérieux. Alors, ma crainte, bon, je ne sais pas si c'est une crainte, mais c'est qu'on risque, dans les législatives, dans les scrutins à venir, revenir à détourner l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, avec la dose unique, quelqu'un peut se faire élire avec 13%, mais s'il est premier de la course ou de la classe, il passe président de la République. Merci, que les dieux vous entendent. Jérôme Sekana, rapidement William, aussi. Rapidement. C'est la fin de l'émission, Jérôme. Oui, j'aurais bien voulu, mais oui, bon, je suis tenu aussi à l'heure des temps. Les spectateurs sont témoins Que vous êtes une victime, une grande victime de ce plateau. Moi, j'ai quelques recommandations, William. Oui. Vous savez, je suis trop inquiet. J'ai comme l'impression que les problèmes de mon pays sont traités en dehors de mon pays. Les Occidentaux de tout poil s'intéressent à mon pays, pendant que nous, à l'intérieur du pays, nous sommes distraits. Je voudrais sincèrement que les politiques qui nous suivent ce soir puissent comprendre que nous sommes dans une situation, un virage très délicat. Si nous négocions mal ce virage, nous risquons de plonger notre pays dans le chaos. Je ne suis pas un alarmiste, mais je voudrais interpeller chacun de nous pour que chacun puisse comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur notre pays, sur l'avenir de notre pays, et nous ne sommes pas là. Alors, je recommande à ce que chacun puisse transcender un peu ses émotions et que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin, de sorte que nous ayons peut-être moins de candidatures à la présidentielle, par exemple. Je vois déjà du côté de la présidence, plutôt de la majorité présidentielle, comment les choses s'organisent. C'est une bonne chose. Si nous avons, par exemple, moins de candidats à la présidence, il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un qui aura plus de 50%, contrairement à ce que mon ami est en train de dire. Mais du côté de l'opposition aussi, il faut qu'il y ait cette cohésion-là, qu'ils s'entendent, parce que nous ne pouvons pas donner une occasion en or à ceux qui veulent nous balkaniser, à ceux qui veulent que notre pays plonge dans les chaos, en nous divisant à l'intérieur. Donc c'est que les politiciens, je salue ici la révolution, pardon, que prône déjà Jean-Pierre Bemba, ou les proches de Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a dit que tout le monde, j'ai suivi des discours à gauche, à droite, il faut pardonner. Ça, c'est un bon discours. Il faut pardonner, et une fois au pays, que ceux de l'opposition aussi se mettent ensemble, qu'ils choisissent selon un critérium qu'ils peuvent eux-mêmes choisir, pour qu'il y ait moins de candidatures du côté de l'opposition. Comme ça, on peut avoir 2 candidats, on peut avoir 3 peut-être, avec un autre qui n'est pas soutenu politiquement, et on va nous respecter. Parce que si nous continuons, chacun veut occuper les fauteuils présidentiels dans un pays à problème comme la République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous en sortir. J'interpelle tout le monde pour que nous puissions vraiment nous tirer de cette affaire la tête haute. Nous avons besoin d'un sursaut d'orgueil patriotique pour nous tirer de cette affaire. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Je crois que votre ami Diana voulait placer un mot, mais il ne placera pas. Il est bien habillé. Il ne le placera pas Je parce voulais que tout simplement dire qu'il fait des vœux pieux. il ne placera pas parce Ce sont des professions de foi qui n'ont pas de place au Congo. Au Congo, nous savons comment les choses se passent. José Naoué, je vais clôturer. Oui, peut-être quelques mots aussi, cher Willy. D'abord, c'est un sujet que nous venons d'aborder ce soir. C'est un sujet, à mon avis, non seulement holistique, même transcendantal, en ce que il pose la vraie problématique de ce pays. C'est le moment pour nous de nous poser de vraies questions. La tentation est grande très souvent de faire ce qu'on appelle des lectures, je voudrais être gentil, contrairement à Diana,
des lectures angéliques de la situation. Malheureusement, la scène politique, ce n'est pas une église, c'est des gens qui ont des égos. Je m'étonne que nous parlions d'eux comme si on ne les connaissait pas. Cette scène politique telle qu'elle est, c'est des gens qui ont des égos surdimensionnés. Malheureusement, ça va se voir. Mais nous avons tort, nous, de croire que les politiques peuvent tout. Les politiques sont le reflet des rapports de force dans la société. Ça signifie que l'agenda national auquel nous tous nous appelons, cet agenda national sera construit par nous, Congolais, indépendamment des chapelles politiques. Et là, nous sortons du cadre politicien pour le cadre sociétal, pour le cadre de notre société. C'est là, quand nous parlons de la société civile, chaque jour dans nos journaux, société civile. Ce n'est pas pour prendre des positions seulement à caractère politique, c'est pour organiser la société de manière à ce que le nous congolais existe. C'est ce nous-là que nous imposons aux politiciens. Nous votons tel parce que son discours, parce que sa démarche coïncide, correspond à la démarche nationale. On doit avoir une démarche nationale. Et je voudrais terminer par une image, c'est l'image d'un bateau. Les jours où chacun d'entre nous, Congolais, se rendra vraiment compte qu'en réalité, nous sommes dans un même bateau et que si ce bateau chavire, il n'y a personne qui va se sauver. C'est ces jours-là où je crois que nous passerons plus de temps à poser de vraies questions pour y apporter de vraies réponses qu'en restant dans des discours gadgets, des discours d'emprunt pour parler comme tout le monde, parce que j'ai lu ça dans tel livre. Nous avons des problèmes nationaux qui nécessitent que la société civile, au sens le plus noble du terme, s'organise. Voilà. Merci beaucoup, José Nawège. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Merci, Bruno Bolisson. Merci, Joachim Diana. Merci, John Ngomba. Merci aussi, amis téléspectateurs, pour votre attention pour cette émission Espace républicain. Nous voudrions vous dire que cette émission, si nous l'avons conçue et que nous nous mettons chaque jour devant vous, c'est parce que nous suivons une certaine ligne éditoriale. Nous nous efforçons de rester dans la volonté nationale de l'autodétermination. Notre peuple doit se déterminer par rapport à son destin. Et pour s'autodéterminer, il faut avoir conscience des enjeux. Et nous nous efforçons, par nos lectures, par nos discussions avec vous, de vous amener des éléments de langage qui correspondent aux enjeux actuels. Aussi grand que soit la volonté internationale sur vous, si elle trouve un peuple organisé, elle va cohabiter avec vous. Donc, nous sommes ici, en tant que peuple, déterminés à nous engager dans ce dialogue de rapport de force, dans ce dialogue d'échange avec ce qui se fait à l'extérieur. Mais ici, chez nous, nous devons d'abord nous-mêmes réussir notre agenda. Et nous l'avons dit ce soir, il n'y en a pas deux, le 23 décembre, les élections. Et ces chantiers-là, personne ne peut nous détourner de ce chemin. Voilà ce que notre profession de foi, même si quelqu'un sur ce plateau a dit que la foi, c'est pas très important. Mais c'est important, Diana, c'est important d'avoir la foi dans son pays. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons... Nous nous retrouvons la semaine prochaine, malgré les provocations de Joachim Diana, pour un autre numéro. Nous espérons que les partis politiques auront déposé les listes de leurs candidats. Ils auraient choisi cette fois-ci des hommes et des femmes dignes de représenter l'enjeu national et que nous aurons des dirigeants qui vont nous amener vers ce progrès tant souhaité et pour lequel beaucoup d'entre nous ont perdu leur vie. Au revoir et à la prochaine.